Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms. Alors édition un peu particulière puisque pour cause de fête de Pentecôte, ça se déroule un mardi et non plus un lundi. Toujours est-il que nous sommes là avec Guy. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Pour faire le point sur l'actualité de la semaine. Alors Guy, le premier sujet qui a retenu votre attention, qui est un sujet qui je pense va concerner pas mal de nos lecteurs, c'est l'usage des ressources cloud, puisque évidemment l'industrie nous a vendu entre guillemets le cloud comme un moyen d'optimiser ses ressources, puisque tout le monde disait, on connaît tous ces fameuses statistiques disant que les data centers sont sous-utilisés. Et surprise, Canalys vient de présenter une étude qui montre que finalement, pour le cloud, c'est pas si différent que ça. Alors, mais je vous laisse un peu... Effectivement, comme vous disiez, optimiser ou gaspiller d'ailleurs, on pourra dire. Alors effectivement, c'est une étude qui a été publiée par le cabinet Canalys. Alors il y a deux niveaux, il y a les dépenses en cloud public au premier trimestre 2018, et puis il y a effectivement cette idée de gaspillage des ressources d'usage. Alors le premier point, donc pas de surprise, Canalys évalue à 17 milliards. Alors on sait qu'on a Synergy Research qui aussi fait des évaluations, donc c'est un peu les chiffres sont pas toujours concordants, mais en tout cas l'idée qui est à retenir, c'est que 17 milliards de dollars par 4, ça fait en gros 70 milliards de dollars. C'est assez largement supérieur à la vente des serveurs par exemple, donc ça veut dire que maintenant ça devient significatif. On est à un taux de croissance de 50%, et sur ce marché le leader de très loin, c'est AWS, donc filiale d'Amazon, et puis les deux autres, c'est Microsoft et Google, et il se trouve d'après l'étude Canalys, Microsoft et Google ont des taux de croissance un peu supérieurs, donc seraient en train un peu de rattraper, grignoter, parce qu'effectivement, c'est le terme qui convient. Donc ça, c'était le première donnée. Le deuxième, c'est effectivement, une enquête auprès de 150 fournisseurs de services cloud montre des résultats qui pourraient surprendre, mais on va les regarder après de plus près. Donc en gros, les résultats, c'est 13% des entreprises consommeraient jusqu'à plus de 40%. C'est-à-dire en gros, ils sont facturés 100 et ils utilisent que 60. 13% entre 20 et 40 et 30% plus entre 10 et 20. Donc, effectivement, l'idée qui ressort de ça, c'est que, en gros, soit les entreprises arrivent assez mal à calibrer leurs besoins, ce qui, entre parenthèses, au départ, c'était quand même une des idées pour lesquelles on vendait le cloud, c'est la notion d'élasticité. Soit les fournisseurs de cloud sont très bons et finalement vendent un peu plus que ce qu'ils ne devraient vendre. Mais d'un autre côté, je dirais que finalement, est-ce que ça a un sens de dire qu'on va utiliser exactement ce pourquoi on a signé? Enfin, c'est peut-être un peu aller vite en besogne, un peu rapide. C'est un peu comme si vous disiez, enfin, je sais pas si l'analogie est très bonne, mais c'est un peu comme si vous disiez, j'achète une voiture et je l'utilise que 3% du temps, et donc c'est du gaspillage. Donc c'est ça se défend. Ça se défend, mais bon. Et donc ça, c'est une première remarque. Et puis la deuxième remarque, c'est de dire, finalement, par rapport à la situation dans les data centers, c'est pas pire. On avait publié les résultats d'une étude qui avait été publié par le cabinet Anthesis et puis l'université de Stanford, c'était il y a 2 ans, je crois, et bon, il est vraisemblable que depuis 2 ans, ça n'a pas beaucoup changé, et qui révélait quand même que 30% des serveurs dans les data centers ne sont pas utilisés. C'est-à-dire, il y en a qui sont soit tombés en rade, soit complètement sous-utilisés. D'ailleurs, le terme qu'ils utilisaient pour ces serveurs-là, c'était les serveurs comateux. Donc c'est assez parlant. Et donc, finalement, on se rend compte que par rapport à cette situation des data centers, c'est pas nettement pire. L'avantage, c'est que, alors que dans un data center, pour avoir la
cartographie de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, il faut vraiment aller et regarder précisément. Sur l'utilisation de services cloud, c'est certainement beaucoup plus facile. C'est-à-dire que je pense qu'on en est encore au tout début et il est vraisemblable que une fois qu'on a signé un contrat d'utilisation sur, je ne sais pas moi, mettons 3 ans, mais révisable tous les ans, au bout d'1 an, on regarde ce qui a été réellement consommé et on fait les ajustements nécessaires. Et encore une fois, je reviens sur l'idée du cloud qui est un des avantages, c'est la notion d'élasticité et qui fait que peut-être qu'on a besoin de 50 en vitesse de croisière et puis un jour on a besoin de 80. Et si on n'a pas ça, en revanche, on va payer peut-être un petit peu plus pour avoir accès à ça. En revanche, si on ne l'a pas, ça veut dire que le service est perturbé, voire arrêté, et donc là, c'est des conséquences assez importantes en termes d'activité. Donc, je dirais que c'est à prendre en compte, mais c'est pas non plus catastrophique. En tout cas, c'est, pour les gens qui vendent des outils de monitoring de plateformes cloud, il y a un marché, c'est clair. Absolument. Et je pense que c'est plus un problème de gestion, d'orchestration. Tout à fait. Et c'est vrai que les différents interlocuteurs qu'on a pu recevoir nous montrent quand même que c'est une problématique assez compliquée, avec l'essor des machines virtuelles, tout ce qui est les containers. Donc ça devient rapidement des solutions assez quand même complexes à gérer. Donc peut-être plus une problématique aujourd'hui d'outils et d'appropriation de nouveaux outils. Comme vous dites, de nouveaux outils, on en est encore qu'au début. On avait peut-être cette vision du cloud comme en gros la fourniture d'électricité, sauf que c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est pas on appuie sur un bouton et ça allume une lumière, c'est l'énergie informatique, c'est pas du tout la même chose que l'énergie. Finalement, on se rend compte qu'il va falloir aussi recruter des spécialistes pour gérer son cloud public. Et évidemment, on ne parlera pas des problèmes de sécurité, mais bon. C'est encore une autre question. Alors, on continue sur la problématique de cloud public, puisqu'on parle d'AWS et de Ryanair, que tout le monde connaît évidemment. Donc, il y avait l'aviation low cost avec Ryanair. Et donc, j'ai bien compris, on va avoir aussi chez Ryanair l'informatique low cost. Alors, c'est un peu vite peut-être, un petit peu rapide, mais de qualifier AWS de fournisseur de services low cost, Vous m'en laissez la responsabilité, c'est ça ? Oui. Mais effectivement, il y a déjà un certain nombre d'entreprises qui ont affiché ce basculement vers le cloud. Et Ryanair, c'est quand même une entreprise, je dirais, importante, en plein développement. Je pense que c'est d'ailleurs peut-être un des éléments de décision qui a poussé Ryanair, comme ils ont une croissance assez forte, il faut que l'informatique suive, et donc le cloud, pour ça, est particulièrement adapté. Donc la décision a été annoncée la semaine dernière. L'idée, c'est de quasiment fermer en 3 ans, donc c'est quand même assez rapide. Fermer quasiment, alors le quasiment, on ne sait pas exactement ce qu'ils recouvrent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont regarder au final, interne, mais en gros, c'est quasiment fermer tous les data centers, basculer l'ensemble de l'informatique sur le cloud, et même éventuellement prendre des outils. Ils utilisaient SQL Server, donc de Microsoft, base de données. Ils vont basculer sur Aurora, la base de données qui a été développée cloud de AWS. Et puis, en plus de ça, l'idée, c'est d'utiliser les outils d'intelligence artificielle, les chatbots pour tout ce qui est interface avec le client, puisqu'on sait que ce genre d'entreprise a à la fois, besoin d'interagir beaucoup avec les clients qui ont des demandes, des récriminations, des choses comme ça. Donc le fait d'automatiser ça avec des outils un peu plus intelligents que ce qu'on connaît aujourd'hui, du style faut attendre 10 minutes, taper 1, taper 2, taper 3, c'est quand même bienvenu. Et puis il y a aussi tout ce qui est emailing et marketing online. Ryanair envoie 22 millions de messages tous les jours par email. Donc c'est quand même, une volumétrie assez importante. Donc pour tout ça, c'est, a priori, c'est non seulement l'informatique, mais aussi les services annexes, intelligence artificielle, chatbot, ça a été quelque chose qui a été déterminant pour
Ryanair. Donc c'est quand même significatif. Alors évidemment, si on revient au sujet précédent, est-ce que Ryanair va calibrer précisément ses ressources pour ne pas gaspiller? Ça, on verra à l'usage. Mais on posera la question au DSI de Ryanair dans quelques années, voir si effectivement l'économie était au rendez-vous. Oui, ça aussi contredit un peu l'idée que... alors bon, Ryanair n'a pas des données, confidentielles. C'est une activité, je dirais, standard. Mais en tout cas, ça contredit un peu l'idée que mettre toute l'informatique sur le cloud public n'est pas possible. Je veux dire. Enfin, ils ont quand même des données de type passeport. C'est vrai. Donc effectivement, je pense que la notion de sécurité a dû être quand même... regardez d'un peu plus près. Très bien. Bon, alors, je pense que pour le chapitre cloud, aujourd'hui, on pourra le conclure sur cet accord entre AWS et Ryanair. Autre information importante de la semaine, c'est le chapitre fusion-acquisition. Alors, d'habitude, on parle de fusion qui se passe. Là, c'est finalement une fusion avortée. Voilà. Hein. On avait d'ailleurs déjà parlé, hein, c'était Fuji qui devait racheter Xerox, mais finalement, ça ne se fait pas. Exactement, donc ça on en avait parlé il y a 4-5 semaines, je crois, de mémoire. Ouais. Et donc, effectivement, quand on en avait parlé, alors on sait que donc Xerox, fournisseur de copieurs et d'imprimantes, devait se fusionner avec Fuji Xerox, qui est la filiale de Fujifilm au Japon, avec Xerox. Donc ça, c'était le plan. Qui était actionnaire de Xerox, on le rappelle. Hein. Absolument. Et on avait expliqué que, enfin, il y avait quand même c'était pas finalisé, dans le sens où il y avait des actionnaires qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec cette fusion. Et effectivement, donc l'un des deux, c'est Carl Icahn, hein, qui est quand même un actionnaire, on va dire un activiste, parce que il a déjà sévi dans un certain nombre de sociétés, soit pour justement faire des fusions, soit pour les empêcher, les découper, enfin, donc très très actif. Et donc il y a lui et un autre qui avaient à peu près 5% de participation dans l'entreprise, qui ont finalement réussi à arriver à leur fin, à bloquer la fusion. Donc le CEO de Xerox a donné sa démission, et donc il va y avoir un conseil d'administration pour la nomination d'un nouveau CEO. Donc effectivement, là la plupart du temps, les fusions se passent, je dirais, enfin il y a eu des épisodes dont on se souvient, le rachat de PeopleSoft par exemple, qui avait duré un certain temps. Avec Oracle, c'était une véritable saga, donc qui avait traîné mais qui au final avait bien abouti. Là en l'occurrence, on achoppe sur cette. Alors Xerox a eu je dirais un cheminement pas chaotique, mais enfin un peu incertain ces derniers temps, puisqu'ils avaient racheté des activités de service, comme beaucoup d'entreprises informatiques. Ils voulaient, je dirais, ne pas seulement être un fournisseur de produits et de matériel, mais de solutions et puis de services. Donc ils avaient racheté des activités de services dont ils se sont départis pour revenir au périmètre initial, aux fondamentaux. Et puis là maintenant, il va falloir qu'ils retrouvent une nouvelle. Ça pose la question de la nouvelle stratégie. Exactement. En tout cas, l'ancienne ne va pas fonctionner, donc on aura sans doute l'occasion d'en parler, et on espère que Xerox va nous présenter un plan, je ne sais pas, 3 ans, 5 ans, qui montrera un nouveau chemin pour cette entreprise qui était quand même... un des fleurons de l'industrie américaine, et en particulier, dont on se souvient que le fameux Palo Alto Research Center, le parc, était à l'origine de beaucoup d'innovations dans les années 80, on va dire, innovations dont Xerox n'a pas beaucoup profité, entre parenthèses. Bon, bah écoutez, j'allais dire suite au prochain épisode, parce qu'il y aura sûrement un prochain épisode. Alors c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, évidemment, on ne pouvait pas ne pas en parler, même si on a beaucoup parlé, c'est la GDPR, parce que ça y est, on y est, hein, c'est le 25, on est le 22, c'est vendredi. Dans 3 jours. Écoutez, je ne suis pas sûr que tout le monde sera prêt.
Mais en tout cas, déjà, la loi déjà a été votée à l'heure d'ailleurs à laquelle on boucle ce sujet. Elle est susceptible de recours devant le Conseil constitutionnel. Absolument. Donc si des députés ou des sénateurs font le recours, ce qui n'est pas sûr, mais en tout cas c'est possible. Et s'ils le font, effectivement, c'est suspensif. Donc il n'y aura pas la possibilité d'appliquer la loi pendant cette période-là. Ce qui veut dire que, effectivement, la date du 25, d'un point de vue légal, ne pourra même pas être respectée. Elle est un peu théorique. Cela dit, que ce soit le 25 mai ou le 25 juin, c'est pas ça qui va changer fondamentalement les choses. Je crois que ce qui est important quand même de mentionner, c'est que je dirais que pour une fois, l'Europe a été un peu à la hauteur de cet objectif important qui est la protection des données personnelles. Et c'est vrai que cette loi qui remplace la loi de 95, donc ça fait quand même quelques on imagine années. 95, Internet existait à peine. On imagine que près de 20 ans plus tard, il fallait bien remettre en place un cadre général qui corresponde à la réalité. Donc ça a été un travail assez long, puisque la mise en œuvre de cette loi, l'élaboration a mis 4 ans. Donc non seulement c'est compliqué, mais il fallait mettre tous les 28 pays européens, les mettre d'accord. Donc c'est quand même une belle réussite de ce point de vue-là. Et donc c'est un cadre, je veux dire, d'harmonisation générale qui va s'appliquer aux entreprises qui ne sont pas nécessairement des entreprises européennes, donc qui travaillent en Europe, qui va s'appliquer aux sociétés américaines, qui va assurer cette protection des données personnelles, donc empêcher le profilage, le droit à l'effacement, le droit à l'oubli. Donc c'est quand même des choses qui sont importantes. Et alors, comme vous le disiez, le 25 mai, c'est la date butoir. On sait que les amendes, les sanctions seront importantes, mais bon, elles ne vont pas tomber le 26 mai non plus. Donc, je veux dire que l'idée principale, on a vu les enquêtes dont on parle depuis un certain temps, montraient que, il y a 6 mois, c'était peut-être pas trop grave, mais il y a 2 mois, 1 mois, ça l'était plus, qui montrait que les entreprises n'étaient pas prêtes, loin de là, les PME encore moins. Mais bon, l'idée c'est de dire, avoir connaissance de cette réglementation, mettre en place, je dirais, les mécanismes nécessaires pour pouvoir être conforme à cette nouvelle réglementation, et puis être conforme à terme. Donc c'est pas, il y a une date butoir bien sûr, mais c'est un processus qui doit être mis en œuvre et que la plupart des entreprises ont sans doute engagé au 25 mai. Dernier point, on peut mentionner aussi que, alors la France est en retard en l'occurrence sur la prolongation de la loi, mais les autres pays ne sont pas mieux positionnés. Donc en tout cas c'est quand même quelque chose d'important. Très bien, là pour le coup on aura sûrement aussi l'occasion d'y revenir. Et puis on conclut sur notre fameux ou traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Cette fois-ci c'est Orange, et c'est pas vraiment un coup de cœur, parce que la semaine dernière tout le monde a été témoin de cette fameuse panne d'interconnexion entre le réseau Orange et les autres opérateurs. Et pareil, il n'y a pas une grande transparence forcément d'Orange sur le sujet, en tout cas la première partie de la panne. Non, alors effectivement, ça c'est arrivé à deux jours d'ailleurs. Et la réactivité d'Orange, alors sur la panne c'est difficile de dire, mais en termes de communication, pour en parler, n'a pas été effectivement peut-être à la hauteur de ce qui est arrivé. Mais c'était occupé par la GDPR, c'était pour ça. C'est vraisemblable. Donc ça c'était, alors effectivement on parle d'Orange ici. Pour mettre un peu tout le monde d'accord, on va parler de Free aussi, qui a eu un petit accident en bourse, puisque le cours a chuté de 16% suite à la... Sachant en plus, je vous coupe, que le cours était déjà pas en forme olympique. Oui. Donc ça fait quasiment 30% de baisse par rapport à l'année dernière. Et donc là, c'est en fait le résultat, l'information publiée selon laquelle Free perdait des clients. Donc, sur le fixe. Réaction sur le fixe. Donc la réaction a été assez rapide. Donc petit coup de gueule sur les opérateurs de télécom cette semaine. Très bien. Écoutez, Guy, merci pour cette contribution. Je propose, puisqu'on a parlé de GDPR et de sécurité à nos lecteurs,
qui sont intéressés par la problématique de suivre votre interview de la semaine, puisque vous recevez Frédéric Jules, qui est le patron de Airbus Cybersécurité France, et qui présentera un peu l'activité de sa société, dans le domaine évidemment de la sécurité, un acteur qui n'est pas forcément très très connu, mais évidemment assez spécialisé sur les opérateurs, notamment les fameux OIV, hein. Mais je vous laisse échanger avec lui sur le sujet. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine, et je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine, comme chaque lundi, pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. A très bientôt, merci.